1997, à Los Angeles. Dans une salle de montage plongée dans le noir, un rasoir attend à côté d'un homme, avec ces quelques mots pour l'accompagner, à utiliser si le film est nul. Alors comment on en est arrivé là? On va en reparler. Mais pour comprendre, il faut repartir bien plus loin. James Cameron naît en 1954, et la toute première chose qu'il a fait dans sa vie, c'est s'abonner à cette chaîne et voter pour le prochain sujet en fin de vidéo. On est en 1968, et à ce moment-là, James Cameron a 14 ans. Et pendant que les autres rêvent de guitare, de bagnole, lui, il rêve de vivre sous l'eau. Et attention, parce qu'il est très motivé. Déjà à cet âge-là, il dessine une capsule submersible. Un cylindre avec des lits, des tuyaux à oxygène, un bureau... Et c'est pas un jouet, pas un sous-marin de science-fiction, non. On est vraiment sur une mini-maison posée au fond de l'océan. Perso, ça me paraît un petit peu compliqué pour aller faire les courses, mais pourquoi pas. Et il y croit tellement qu'il écrit même à un explorateur canadien, le docteur Joe McElnis, ou McElnis. Et en fait, il veut savoir si pour lui, son projet est réalisable. Et sa réponse, c'est que, bah non, pour lui, c'est irréalisable, trop dangereux, trop compliqué à faire. Mais McElnis, ou McNis, ou enfin l'autre là, du coup, il lui envoie même un petit bout de plexiglas en lui disant « Tiens, ça pourrait être une des fenêtres de ta capsule. » Alors je sais pas si je dois trouver ça mignon, ou alors comme un gros foutage de gueule. Non, parce qu'on va pas se mentir, c'est un petit peu comme s'il lui avait dit quoi, tu veux fabriquer ta propre voiture volante? Tiens, je te donne un écrou pour le moteur. Mais apparemment, ça a eu son petit effet, parce que à 14 ans, James Cameron n'en démord pas, il veut vivre et travailler sous l'océan. Sous l'océan! Ce qui nous amène donc à 1985, là où une expédition a enfin retrouvé l'épave du Titanic, à 3800 mètres sous la surface. Et évidemment, les images font le tour du monde. Et pour Cameron, ça a l'effet d'une bombe. Il se dit tout de suite, j'y descendrai. Et ça lui trotte tellement dans la tête qu'en 1989, il va faire sa première expérience en milieu aquatique. Un film tourné quasiment intégralement sous l'eau, The Abyss. Et c'est l'enfer. Un réservoir géant de 20 mètres de profondeur, de l'eau chlorée qui brûle la peau et les cheveux des acteurs, du matériel qui fuit, et lui-même qui manque de se noyer. Et là, Cameron en ressort avec une règle gravée au couteau. Sous l'eau, si tu triches, tu meurs. Et en 1992, c'est l'année du déclic. Cameron va assister à une projection IMAX consacrée à l'épave du Titanic. Et à ce moment-là, ça fait pas 36 000 tours dans sa tête, il se dit « Je vais trouver un moyen de financer mes propres plongées et j'accrocherai une histoire d'amour universelle au naufrage le plus célèbre du siècle. » Du coup, en 1995, après Alien, Terminator 2 et True Lies, Cameron est intouchable. Il débarque chez la Fox avec son bouquin du Titanic sous le bras et il lâche une seule phrase. Roméo et Juliette sur le Titanic. Le mec est pas allé en CP ou quoi? Fais des phrases complexes, frérot. Non, je sais, il s'est gouré d'endroit. Mousse au chocolat. Arbuste. Joint de culasse. Roméo et Juliette sur le Titanic. Quand il leur dit ça, tout le monde pense la même chose. Ça va coûter une fortune, ça va être un enfer à tourner. Mais c'est Cameron, impossible de lui dire non, surtout avec ses derniers succès. Le mec rapporte trop de pognon. Alors la Fox lâche un premier feu vert. Par contre, Cameron impose sa condition. Je veux aller filmer moi-même l'épave et la mettre dans le film. Quelques mois plus tard, James est au fond de l'Atlantique. 12 plongées, caméra collée au hublot. Couloir effondré, escalier brisé, silence à presque 4 km de profondeur. Et quand il remonte, il sait déjà une chose. Son film, ça va être une bombe. Alors ok, la Fox a dit oui. Mais attention, ils veulent pas couler tout seuls. Alors ils décident de mettre quelqu'un d'autre dans la merde avec eux. La Paramount. Le deal est clair. Paramount met 65 millions de dollars et garde les droits pour les États-Unis. Quant à la Fox, elle prend l'international et, parce que oui, ils sont pas fous, elle couvre tous les dépassements. En gros, si ça part en vrille, c'est eux qui payent. Pour revenir où on en était, Cameron a donc fait sa plongée et croyez-moi, il va les ramener au studio comme un trophée. Résultat, les mecs sont bluffés. Ils comprennent pas encore très bien comment Cameron va raconter son histoire d'amour, mais une chose est sûre, il a déjà la preuve visuelle. Rendez-vous compte, le vrai Titanic sera dans son film. Reste une question minime, mais qui a ma foi son importance. Qui va jouer Jack et Rose? Au départ, le nom qui circule, c'est Matthew McConaughey. Oui, lui. Sauf que pour le rôle, James trouve qu'il fait trop adulte, trop homme. Pas assez jeuneau pour un gamin de 20 ans qui joue aux cartes et qui dessine. Et c'est là que débarque Leonardo DiCaprio, qui à ce moment-là était déjà une star montante grâce au film Roméo et Juliette. Tout le monde est sous le charme, jusqu'à ce que Léo lâche un magnifique « Oh, I don't read ». Traduction, moi, je ne fais pas d'essai. Ce à quoi Cameron a répondu en toute bienveillance, évidemment. Pas de réplique, pas de Titanic. Bon ok, non, j'exagère un peu.
La vérité, c'est que Cameron lui serre la main et lui sort un tout aussi magnifique « Merci d'être passé ». Après ça, il n'a plus qu'à ne pas faire d'essai au McDo. Bon, Léo, qui est pas complètement con non plus, il comprend qu'il vient de perdre le rôle, et du coup, il revient la queue entre les jambes et il accepte de lire avec Kate Winslet. À ce moment-là, Cameron dit « Action », et ce n'est pas Léo qui parle, c'est Jack Dawson. Pas de caviar pour moi, merci. Je n'ai jamais aimé ça. Bon ok, c'est bien Jimmy, on a Jack, mais alors pour Rose, qu'en est-il? Eh bien pour le rôle de Rose, il y a plusieurs noms qui circulent. Il y a Gwyneth Paltrow, Claire Danes, ou Dane, ou enfin Claire quoi, et il y a même Madonna. Et bizarrement, je suis à peu près sûr qu'en 1912, les nanas se baladaient pas en body. Mais contrairement à toutes ces actrices, Kate Winslet, elle, s'accroche comme une furie. Elle harcèle Cameron, elle lui écrit des lettres, elle insiste « Je suis Rose ». Elle ira même jusqu'à lui envoyer une rose avec un petit mot « From your rose », mais avec un vrai accent anglais. Et elle le prouve, elle a 22 ans et elle ne lâche rien, même quand le tournage va la briser physiquement. Et pendant que le casting se verrouille, Cameron va faire venir 2 renforts. Le premier, Don Lynch, historien du Titanic, et Ken Marshall, un peintre qui a passé sa vie à reproduire le Titanic dans les moindres détails. Leur mission, vérifier chaque chaise, chaque porte, chaque costume. Et pour aller encore plus loin, voilà son deuxième renfort, une coach d'étiquette. Écoute-moi bien, espèce de petite merde! Tu vas réussir! Pourquoi? Parce que t'as la niaque! Alors dépêche-toi, fais-moi 3 soldes! Lynn Hockney. Sa mission, apprendre aux acteurs à marcher, rire, danser et même respirer comme en 1912. Clairement pour Cameron, il n'est pas question qu'un sourire moderne vienne casser l'illusion. Alors avec le casting en place, les images de l'épave comme caution et les experts pour verrouiller l'authenticité, le Titanic peut enfin commencer à renaître. On est en septembre 1996 à Rosarito, au Mexique, là où la Fox a fait construire un studio spécialement pour ce film en bord d'océan pour Cameron. Et notamment un bassin extérieur de plus de 15,4 millions de gallons et un bassin intérieur de plus de 4,5 millions de gallons. Qu'est-ce que ça représente? Environ 75 000 mètres cubes d'eau. Autrement dit, une mer artificielle. Rien que ça. Et au milieu de tout ça, une réplique du Titanic à 90% de sa taille réelle. 230 mètres de long, posé sur une plateforme géante, capable de redresser la coque et de l'engloutir entièrement sous l'eau. Cameron a désormais son paquebot, mais il est temps de tourner la première scène. Et c'est une scène qui n'a rien à voir avec le paquebot. C'est pas le naufrage, c'est pas la panique, c'est Rose qui pose nue devant Jack. Kate Winslet, première journée, première prise, à nu devant DiCaprio, pour briser la glace entre les deux. Ça y est, ça commence enfin. J'ai trop hâte de voir ce qu'on va faire. S'il vous plaît les enfants, allez on tourne. Elle est... Ah, Kate, à poil. Oh l'espèce d'encu... Et lors de cette scène, Léo est tellement décontenancé qu'il se trompe dans son texte. Overrun. The bed. The couch. Mais pour Cameron, c'est pas grave, c'est sa véritable réaction. Du coup, ça a été gardé dans le film. Ah, et petite anecdote, les mains que vous voyez qui dessinent Rose complètement nue, c'est pas celle de Léo, c'est celle de James Cameron lui-même. Ce qui veut dire que le même jour, Kate a dû se mettre nue quelques minutes devant DiCaprio, et potentiellement quelques heures devant Cameron. Moi j'aime bien regarder les gens tout nus. Oh Léo, tu tombes bien. Fallait que je te parle d'une scène. Après ça, le tournage enchaîne les scènes à bord. Et certaines deviennent cultes, notamment grâce à l'improvisation. Vous vous souvenez de cette scène où Cal explose de colère, renverse la table, jette tout autour de lui? Eh ben en fait, c'était pas prévu. Et c'est pour ça que Kate fait ce regard-là, parce que ça l'a vraiment fait flipper. C'est une réaction authentique. Mais du coup, elle lui a bien rendu, parce que vers la fin du film, elle lui crache un gros molar dans la tronche. Sauf que ça non plus, c'était pas prévu. Et la réaction de Cal est également authentique. Entre nous, j'aurais été elle. J'aurais lancé un petit coup de boule bien placé. Juste pour vraiment intensifier la scène. Et peut-être aussi parce que je déteste le personnage de Cal. Enfin bref, maintenant on va parler de la réplique la plus culte du film, le fameux « I am the king of the world ». Alors pour ça, il y a une légende qui dit que en fait c'est Leonardo qui l'a complètement improvisé. Mais en fait, pas du tout. Après plusieurs prises ratées, Cameron, il en peut plus, il en a marre. Du coup, il va prendre son mégaphone et il va dire « Léo, dis juste que t'es le roi du monde, ouvre les bras et kiffe ton moment quoi ». Ce qui donnera plus tard le fameux « I am the king of the world ». Une phrase qui n'a jamais été écrite dans le script, qui est donc une phrase improvisée, oui, mais par Cameron, pas par Léo. Rendons à César ce qui est à César. Donc en fait, le roi du monde, c'était Cameron. Oui enfin, on est surtout sur le roi du monde des casse-couilles.
Ah, et au passage, une petite anecdote que beaucoup connaissent, mais il fallait quand même que je la place. À la base, Cameron ne voulait pas de chansons vraiment faites spécifiquement pour son film. Donc il y a un de ses proches qui est allé voir Céline Dion, qui a enregistré en douce la fameuse chanson du Titanic, et quand Cameron l'écoute, c'est une évidence. Mais c'est pas une évidence pour tout le monde. Céline Dion, c'est certainement la chanson qu'elle a dû le plus chanter dans toute sa carrière, mais c'est aussi la chanson qu'elle déteste le plus. Elle n'a aucune affection pour cette chanson. Par contre, caché derrière tous ces moments de grâce, le plateau est un enfer. Cameron, il hurle ses ordres au mégaphone, perché sur une grue à 15 mètres de haut. Son équipe va même jusqu'à le surnommer Mij, Jim à l'envers. Pour tous ceux qui se demandent pourquoi Jim, en fait, Jim, c'est le diminutif de James. Et Mij, en fait, c'est un code secret pour dire « Faites gaffe, le tyran arrive !» Preuve qu'à Rosarito, Cameron faisait peur à tout le monde, même à ses propres techniciens. Pour lui, c'est pas juste un projet, c'est sa vie qui est en jeu. Et ça, il va le faire payer à tout le monde. Surtout dans les scènes d'eau glaciale. En fait, Cameron résume sa méthode en 4 mots. Filmmaking is war. Et pour les plus français d'entre vous, filmmaking is war. Alors dans les scènes d'eau glaciale, les figurants, eux, ils avaient le droit de mettre des tenues de plongée sous leur costume. Mais pas Kate et Léo. Parce que Cameron voulait des vraies réactions, du vrai froid, des vraies lèvres bleues. Ce qui amènera donc à quelques situations, ma foi, catastrophiques. Kate Winslet qui finit en hypothermie. Malade comme un chien, avec le coup de fêlé, mais malgré ça, elle ne lâche rien. Pas de crise, aucune menace de quitter le plateau. Elle dira juste plus tard en interview quelque chose de terrifiant. Je n'avais aucune assurance que James Cameron ne me laisserait pas mourir. Un aveu brutal qui montre à quel point elle a souffert. Et aussi à quel point elle s'est accrochée. La meuf supplie pour avoir le rôle et finit par pas être sûre de pas crever. Hollywood quoi. Pour résumer, le Titanic a ressuscité. Mais déjà, le tournage se transforme en véritable champ de bataille. Impro imprévu, acteur en souffrance et réalisateur tyrannique. Et le pire restait encore à venir. Le film Titanic devait être plié en 138 jours. En réalité, il en faudra 160. Et vous allez me dire, ça va, c'est que 3 semaines de plus. Oui, mais 3 semaines de plus à Rosarito, c'est énorme. Parce que là-bas, un jour coûte $1 million. Du coup, on peut dire que les factures s'envolent. Bonjour et bienvenue à Rosarito. Quel est le motif de votre séjour? Pour le travail, on vient faire un film. Sachez que chaque jour de retard sera taxé 200 000 €. Écoutez, je suis James Cameron. Vous me faites combien? 500 000 €. Non mais vous vous foutez de moi? Vous êtes au courant que je suis en train de faire le plus grand film de tous les temps? Ah mais fallait le dire monsieur Cameron. Ah ben voilà! Dans ce cas, vous pouvez bien payer 1 million. Mais va te faire Et sur le plateau, les blessures s'accumulent. Un cascadeur se brise une côte quand la poupe, qui se dresse à 90 degrés, le projette dans l'eau. Une cascadeuse se démet l'épaule contre un décor immergé. Et un autre se fait happer la jambe par une porte étanche. On a donc 3 blessés graves. Nous avons donc le syndicat des cascadeurs qui vient mener une enquête. J'ai envie de dire normal, il y a un moment donné, faut pas déconner. Et du coup, le verdict, non, le plateau n'est pas intrinsèquement dangereux. Par contre, la fatigue, l'eau glaciale et les cascades extrêmes font de chaque journée une roulette russe. Bah oui les gars, arrêtez de vous plaindre, vous êtes pas intrinsèquement en danger, faut arrêter un petit peu. La scène du grand escalier. Vous vous souvenez de la scène du grand escalier? Le dôme de verre qui se brise, des milliers de litres d'eau qui se déversent d'un seul coup. Non, personne n'est en danger. Une séquence tournée en une seule prise. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de la refaire. On noie le décor d'un seul coup, il est détruit, interdiction de rater. J'hallucine quand même sur le fait que ils ont osé dire que non, techniquement, les mecs n'étaient pas vraiment en danger. Qui a mené l'enquête? L'inspecteur Gadget? Et comme si ça ne suffisait pas, survient la nuit de la soupe. 8 août 1996 à Halifax. Au menu, une clam chowder. Traduction, une soupe de fruits de mer. Et là, je sais que tout le monde est en train de penser à une intoxication alimentaire. Quelqu'un glisse dans la soupe du PCP, une drogue hallucinogène. Oh, ça a dû être la meilleure soirée de leur vie. Environ 80 personnes intoxiquées. Alors pour vous donner une petite image mentale de l'histoire, on a d'un côté Bill Paxton, qui joue Brock Lovett dans le film, qui oscille entre euphorie et panique. Cameron, qui est en train de vomir dans un coin, se fait poignarder avec un stylo. Par qui? Un collègue en plein délire. Et évidemment, tout ce beau monde finit à l'hôpital. Ah bah non, peut-être pas tant que ça en fait. Pour réagir comme ça, ils ont dû voir la mère de l'autre troufion des blés, je vois que ça. Le truc, c'est qu'encore aujourd'hui, l'affaire est irrésolue. On n'a jamais su qui avait fait ça. Et pourtant, au milieu de tout ce chaos, Cameron n'oublie pas sa première obsession, l'authenticité. Vous vous souvenez de ce petit garçon qui jouait avec son père à la toupie sur le pont?
Et ben c'est une scène qui a été reprise à partir d'une vraie photo d'époque, prise en 1912 par le père jésuite Francis Brown. Et sur le coup, je me suis posé la question, si ça a été pris sur le Titanic, comment ça se fait qu'on ait retrouvé aujourd'hui la photo? Comment elle a été si bien conservée? C'est pas compliqué, le type il est descendu à une escale avant de commencer la traversée de l'Atlantique. Il est descendu en Irlande, donc on peut clairement dire qu'il a une très très bonne étoile, et grâce à ça, Cameron, 84 ans plus tard, il peut mettre en scène cette photo dans son film. Maintenant, on va parler de quelque chose qui m'a brisé le cœur quand j'ai vu le film la première fois. Vous vous souvenez de ce petit couple de vieux qui décide de rester ensemble dans le lit pendant le naufrage? Eh bien ça aussi, c'est repris de la vie réelle. Ces deux personnes, elles s'appellent Ida et Isidore Strauss. C'est les copropriétaires des magasins Macy's. En fait, ce qui s'est passé, c'est que madame devait monter dans un canot, sauf qu'elle a refusé de monter sans son mari. Et il y a même une scène coupée du film où elle le regarde droit dans les yeux et elle lui dit « On a passé notre vie ensemble, on meurt ensemble ». Résultat, ils sont restés ensemble jusqu'à la fin. Et il y a une petite anecdote sur Jack Dawson. Vous voyez cette tombe? C'est une tombe qui a été retrouvée à Halifax. Dessus, il y a marqué J. Dawson. Alors énormément de fans du film ont été posés des fleurs sur cette tombe, croyant que vraiment c'était un Jack Dawson. Sauf que non, le type s'appelle bien J. Dawson, mais J pour Joseph. Et le hasard fait bien les choses, en fait c'était un membre d'équipage qui est mort pendant le naufrage à l'âge de 23 ans. Un hasard complet qui a nourri la légende. Pour revenir sur le sens du détail de James Cameron, il a fait refaire par l'entreprise qui avait fourni le Titanic à l'époque jusqu'à la moquette et la vaisselle. Et avec tout ça qui s'accumule, le projet à la base qui avait été annoncé pour 120 millions de dollars, en plein tournage il atteint déjà les 150 millions de dollars. Et malheureusement pour Cameron et la Fox, c'est pas terminé. Comme je viens de vous le dire, à la base le tournage devait coûter 120 millions de dollars. Sauf que comme dit plus tôt à Rosarito, les factures s'envolent. La réplique géante du bateau, l'eau, les effets spéciaux, tout ça, ça a un coût. En plus de ça, à l'été 97, le film est reporté jusqu'en décembre 97, et ce report, c'est à cause des effets spéciaux beaucoup trop lourds et du montage qui a pris du retard. Évidemment, la presse ne peut pas s'empêcher de rire du malheur de Cameron, et ils tiennent ce qu'ils vont appeler un Titanic Watch. Alors un Titanic Watch, qu'est-ce que c'est? C'est une petite rubrique récurrente dans le Daily Variety de 97, qui suivait en fait le tournage du Titanic comme on peut suivre un feuilleton. Les retards, les dépassements de budget, les rumeurs, le tout évidemment avec un ton bien sarcastique, du genre « Alors, combien de jours de retard aujourd'hui ?» et bien d'autres blagues un petit peu vaseuses. En gros, le but c'est de dire est-ce que le film va couler avant même sa sortie. Mais comme vous l'imaginez, ce sont des mots qu'ils ont dû ravaler à la sortie du film, qui a été un succès. Mais nous n'y sommes pas encore. Printemps 97, Cameron retourne chez la Fox pour demander une rallonge budgétaire. Et là, c'est la guerre. Engueulades, menaces, porte qui claque. La Paramount, elle de son côté, elle refuse net. On a mis 65 millions de dollars, on ne mettra pas un cent de plus. Et résultat, la Fox elle est coincée, parce que arrêter maintenant, ça coûterait plus cher que de continuer. Et elle va donc couvrir le dépassement. On arrive à 170 millions, 180, 200 millions. C'est le film le plus cher jamais tourné. À titre de comparaison, le vrai Titanic en 1912, il avait coûté 7,5 millions de dollars, ce qui représente à peu près 160 millions de dollars d'aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on est sur un film qui a coûté plus cher que le bateau d'origine. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, voyant la facture, les studios ils commencent à paniquer et ils se disent bon on va couper 1 heure de film, comme ça on pourra mettre plus de séances dans les cinémas et comme ça on aura plus de facilité pour rentrer dans nos frais. Et là Cameron explose. Vous voulez couper mon film? Il faudra me virer. Vous voulez me virer? Il faudra me tuer. Mais Cameron n'est pas complètement inconscient non plus. Pour calmer la tempête, il sacrifie ses 8 millions de dollars de salaire et son pourcentage sur les bénéfices du film à sa sortie. En clair, s'il échoue, il ne touchera à rien. 1997 à Los Angeles. James Cameron est seul dans sa salle de montage, devant son écran. Sur ce dernier, un rasoir, avec un mot pour l'accompagner à utiliser si le film est nul. Si Titanic coule, son sang coulera avec. 19 décembre 1997, Titanic sort enfin. Et contre toutes les prédictions, il ne coule pas. C'est un véritable raz-de-marée. Le film devient le plus gros succès de l'histoire du cinéma. 11 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. James Cameron avait parié sa fortune, sa santé mentale, il avait tout misé sur un rêve et il a gagné. Son film a rapporté 2 264 812 968 dollars. Et le rasoir n'aura jamais servi. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, on n'oublie pas de voter pour le prochain sujet de vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.